Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le conseiller pour les affaires internationales du président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état il y a quelques jours des pourparlers qui sont en cours entre la Turquie et Israël. Il a en fait déclaré que si le régime israélien franchit un pas, la Turquie va en franchir deux pour aller en fait vers la normalisation des relations entre Israël et la Turquie. Il a fait même état d'une possible ouverture des ambassades d'Israël et de la Turquie. Cette prise de position de la Turquie intervient à un moment où, vous en souvenez, c'était en 2009, il y avait de cet accrochage verbal entre Recep Tayyip Erdogan et le président du régime israélien, de Shimon Peres. En fait, de l'accrochage verbal qui a valu au président turc des félicitations du monde arabo-musulman, très particulièrement des groupes palestiniens et très particulièrement encore le mouvement de la résistance islamique de Palestine, Hamas. Ensuite, il y a eu ce raid israélien contre la flottille de la liberté. C'était en 2010, je suppose, et cela a abouti en fait à la tension des relations entre Israël et le régime israélien. Et depuis, en fait, ces tensions existaient en fait de plus ou moins entre les deux parties. Mais dans l'état actuel des choses, la Turquie, qui avait souligné dans une époque vouloir avoir zéro de tension, zéro problème avec ces pays voisins, semblerait, mettons-le au conditionnel, envisager d'établir des relations, de normaliser des relations avec Israël. Qu'est-ce qui a poussé la Turquie à en fait avancer ses pourparlers avec la partie israélienne? Est-ce que ces pourparlers vont aboutir, comme l'a dit le conseiller pour les affaires internationales de Recep Tayyip Erdogan, à l'ouverture des ambassades d'Israël et d'Ankara? On va en parler avec deux invités de marque dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develay. Maître Develay, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develay, c'est un écrivain. C'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Jacob Cohen. M. Cohen, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour à l'invité que je découvre avec plaisir. M. Cohen, on va commencer avec vous. Notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, je viens d'évoquer en fait de cette récente déclaration de Mesut Haki de Chachin, conseiller pour les affaires internationales de Recep Tayyip Erdogan, président turc, qui a en fait évoqué ces pourparlers entre Israël et la Turquie. Il a énuméré, si vous voulez, l'utilité de ces relations entre Israël et le régime israélien, et ce alors que ces dernières années, les autorités turques, et très particulièrement Recep Tayyip Erdogan, avaient tenu en fait des moments très très critiques à l'égard d'Israël. Comment peut-on expliquer ce qui se passe actuellement entre Israël et la Turquie, s'il vous plaît? Oui, si vous voulez, vous savez, Erdogan joue sur pas mal de tableaux. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il joue tous les tableaux possibles et imaginables. L'OTAN, la Russie, Israël, le monde arabe, le monde musulman, Al-Quds. Et là, il s'est rendu compte que finalement, Israël a remplacé la Turquie, qui était un partenaire militaire, surtout militaire, très important jusqu'au début des années 2000 et même jusqu'en 2009-2010.
C'était une alliance militaire et la chasse israélienne, par exemple, utilisait l'espace aérien turc pour s'entraîner. Alors que la Grèce, qui a toujours eu une politique arabe traditionnelle. Traditionnellement, la Grèce avait toujours eu des politiques pro-arabes. Et jusqu'au problème de la dette. Et là, ça a basculé. Probablement, il y a eu des pressions économiques. Probablement, la Grèce a découvert, bon, elle a trahi déjà sur le plan intérieur. Et donc, elle s'est rapprochée d'Israël. Et aujourd'hui, la Grèce est devenue presque un allié incontournable d'Israël. Donc, la chasse israélienne s'entraîne au-dessus de l'espace aérien. Avec le gaz qui est exploité par Israël au large de son territoire, Israël a associé le Chypre et la Grèce dans cette exploitation. Donc, on a créé un axe Israël, Chypre, Grèce qui coupe quasiment la Méditerranée à l'avancée du régime turc ou de la Turquie. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Turquie cherche à sortir de cet isolement en allant vers la Libye. Et donc, je crois que finalement, Erdogan a dû se rendre compte qu'il s'est laissé enfermer dans cet axe qui lui est hostile et que cet axe est renforcé. Chaque année, il se renforce. Et donc, il veut tenter éventuellement de le desserrer et de reprendre. Mais je crois que les Israéliens ne seront pas dupes. C'est-à-dire, ils exigeront un prix très élevé parce que c'est la Turquie qui est demanderesse dans cette situation. Et de quel prix parlez-vous, M. Cohen? Par exemple, la Turquie pourrait mettre la pédale douce sur le rôle qu'elle veut jouer dans le monde musulman, c'est-à-dire le grand défenseur du peuple palestinien, le critique absolu de la politique israélienne, le soutien au Hamas. Donc, c'est toute cette politique que le régime israélien peut demander à la Turquie. Et voilà, et je pense que il y aura probablement des négociations très, très difficiles, mais disons, même si ça commence, elles prendront beaucoup de temps. Je vois mal un bouleversement rapide des relations qui se sont établies depuis une dizaine d'années entre Israël et ses voisins, enfin la Grèce et Chypre, et en même temps l'éloignement de la Turquie vers d'autres cieux, vers d'autres alliances. Et donc, même s'il y a un rapprochement, il prendra énormément de temps, avec beaucoup de prudence, certes, aussi. Merci beaucoup. Monsieur Devolé, venez d'entendre les explications de Monsieur Cohen. Il a en fait dit que voilà, la Turquie a essayé de cette dernière décennie surtout de jouer sur plusieurs tableaux. Dans une certaine période, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan s'est présentée comme le principal défenseur du peuple palestinien. Ensuite, la Turquie a essayé de vouloir dire que sa politique étrangère s'est articulée sur ce point essentiel qui en fait, était le suivant, zéro problème, difficulté avec les pays voisins. Ensuite, la Turquie a abandonné cette politique, surtout en fait ayant cette approche hostile à l'égard de la Syrie. La Turquie a une présence militaire en Irak, une présence militaire au Qatar. Comme l'a dit tout à l'heure M. de Cohen, la Turquie a une présence militaire en Libye. Et maintenant, dans l'état actuel des choses, la Turquie dit vouloir en fait envisager, ou bien la Turquie envisagerait, mettons-le toujours au conditionnel, en fait de normaliser avec Israël, d'aller vers la réouverture des ambassades, si vous voulez, des deux parties. Comment expliquez-vous, monsieur Devolé, cette politique d'Ankara, s'il vous plaît? Oui, alors écoutez, vous avez souligné en tout cas ce qui caractérise un petit peu la politique étrangère de Erdogan, à savoir une politique étrangère assez
erratique, on va dire, assez confuse. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit et se souvenir, c'est qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, c'était lors du forum de Davos, il y avait eu cet échange effectivement entre le président israélien de l'époque et Erdogan. Et nous étions, si vous vous souvenez, à l'aube de cette décennie qui allait inaugurer cette période dite des printemps arabes. Et donc Obama venait d'arriver à la Maison-Blanche, il avait fait ce premier voyage au Caire. Et à l'époque déjà, la presse israélienne s'était un petit peu offusquée de ça. Ça allait, si je puis dire, conditionner les années qui allaient suivre, où la Turquie allait jouer un rôle indispensable, voire prépondérant dans cette opération de déstabilisation de la région, mais versé sur une tendance qu'il faut évoquer au sein du monde sunnite entre l'Arabie saoudite et l'axe qatari-turc, hein, donc les frères musulmans essentiellement. Et l'idée à l'époque, c'était que voilà, l'administration américaine pariait sur ce biais idéologique, cette tendance idéologique pour si je puis dire, procéder à une série de changements de régime dans la région. Or, on a vu que cette situation a périclité, bien sûr, non seulement parce que le peuple syrien a mis fin à cette campagne, à cette séquence, mais aussi parce qu'avec le temps, je pense que les choses ont commencé un petit peu à devenir, à être perçues plus sur un plan réaliste. Les erreurs de certains ont été reconnues, même si ça va prendre du temps pour réparer les dégâts qui ont été occasionnés par cette tentation de jouer contre son camp, entre guillemets. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, maintenant, avec le retour à la Maison-Blanche, si je puis dire, de quelqu'un qui a plus vocation à jouer le multilatéralisme, à l'opposé de Trump, qui était plutôt assez brut dans sa façon de choisir ses alliés et positionner ses pions. On peut penser que des pressions de Washington dans cette période de transition ont poussé Erdogan aussi par le biais de son conseiller, faire des ouvertures à l'État sioniste. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est en train il ne veut pas hypothéquer l'avenir. Nous avons toujours, n'oubliez pas, effectivement, alors il y a, comme M. Cohen l'a souligné, la dimension de l'Est de la Méditerranée avec ces questions énergétiques et ces questions d'exportation de pétrole, d'acheminement, ça joue certainement. Mais il y a aussi le dossier syrien où, quelque part, même si la normalisation n'existe pas de jure, elle existe de facto, puisqu'on peut quand même voir les deux pays agir plus ou moins de concert dans la façon dont les opérations militaires sont coordonnées, tant par rapport aux manœuvres militaires dans les poches que contrôle encore la Turquie, que dans les opérations d'attaque aérienne sur la résistance à quoi se livre l'entité israélienne. Donc, c'est presque, j'allais dire, une conclusion qui va de soi. Et effectivement, je pense qu'on va assister à ce qui a toujours été, somme toute, une alliance traditionnelle, puisque avant les visées néo-ottomanes de Erdogan, la Turquie, effectivement, a toujours été un partenaire privilégié de l'entité israélienne. Et donc, je ne pense pas que ce soit un problème pour eux. La normalisation va certainement avoir lieu dans un contexte où la Turquie, on va promettre des choses à la Turquie moyennant cette normalisation, et ça va servir le narratif israélien quant à effectivement monter cette alliance, si je puis dire, sunnite, entre guillemets, contre l'axe de la résistance, puisque n'oublions pas que le narratif pour les puissances impérialistes, c'est d'entretenir la fitna, donc artificiellement au sein du monde musulman. Et donc je pense qu'on se dirige malheureusement vers une répétition de ce narratif, ou en tout cas une revitalisation de ce narratif. Monsieur Cohen, venez de faire allusion à cet axe entre la Grèce, Chypre, en fait, également la question, si vous voulez,
du gaz entre Grèce, Chypre et Israël, l'axe en fait auquel venait de faire allusion, également cette question autour du gaz. Il y a eu également ces derniers temps des frictions entre la Turquie et l'Europe, surtout au sujet, si vous voulez, de la Méditerranée orientale, toujours en ce qui concerne les ressources pétrolières et gazières. Et comme l'a dit M. Develay, il va y avoir en fait le retour à la Maison-Blanche d'un nouveau président qui n'est pas en fait très favorable, à en juger bien sûr par ses déclarations lors de sa campagne électorale à l'égard, si vous voulez, de la Turquie, ou bien, disons-le, à l'égard de la politique adoptée par la Turquie. Est-ce que ce sont également des éléments qui jouent sur la politique étrangère de M. Erdogan pour aller envisager d'aller vers une normalisation des relations avec Israël? Je crois qu'en l'état actuel des choses, vous savez, entre Israël et la Turquie, ça a été 10 années, c'est énorme. 10 années de tension, vous savez, quand on n'a plus de relations diplomatiques, enfin, quand on n'a plus d'ambassadeurs, c'est très grave dans les relations internationales. C'est quasiment une guerre froide. Donc, si vous voulez, il y a eu énormément de tensions et donc, ça ne va pas se faire assez facilement. À mon avis, Erdogan tente une carte, comme il a souvent tenté des cartes avec la Russie, avec d'autres, et avec la Libye, etc. Et donc, il se dit, bon, je vais ouvrir un nouveau front pacifique, et donc de reprendre langue avec Israël. Mais je crois que, comment dire, même si Israël, disons, se disait, après tout, pourquoi pas, mais ça prendra, à mon avis, c'est pas aussi évident, cela ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. 10 années de tension, 10 années de lutte, de lutte idéologique, politique, de ressentiment aussi, presque de trahison, parce que comme l'a dit l'invité, vous savez, la Turquie était un des rares, enfin, il y avait la Turquie et l'Iran qui étaient les deux seuls pays non arabes avec qui Israël, depuis 1948 jusque dans les années 70-80, Israël s'est appuyé sur ces deux pays. Et la Turquie est restée un allié stratégique jusque dans les années 2000. Et donc la déception, on peut dire, si on veut, est d'autant plus grande. J'ai regardé ce matin quelques newsletters israéliens. C'est vrai qu'ils sont très sceptiques. C'est-à-dire que la désillusion est trop grande pour pouvoir se lancer dans une ouverture. Elle se fera lorsque, probablement aussi, pourquoi pas, si Israël arrive à attirer la Turquie, c'est-à-dire à éloigner la Turquie de l'axe de la résistance. C'est comme elle veut se placer. C'est comme a dit l'invité, c'est-à-dire, vous savez, la Turquie défend le Hamas, défend les organisations de résistance anti-israélienne. Si Israël arrive à éloigner la Turquie de cet axe, bon, à ce moment-là, il y aura c'est un marchandage. Donc le marchandage va probablement avoir lieu avec des choses qu'on saura, nous, c'est-à-dire enfin, les simples citoyens, les simples observateurs, et des tas d'autres choses qui se passeront derrière le rideau avec les pressions économiques, les pressions idéologiques, militaires, etc., que nous ne connaîtrons que bien plus tard. Voilà. Maître Develay, en fait, M. Cohen vient de le dire, le point intéressant, c'est que c'est la Turquie qui est demandeur, en fait, de ces pourparlers avec le régime israélien. M. Cohen dit que voilà, M. Erdogan veut, en fait, tenter une carte pour faire un marchandage. C'est encore, si cela s'avère exact, c'est quand même fort bien intéressant pour la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui s'est présenté jusqu'à présent comme le principal défenseur de la cause palestinienne.
Oui, enfin, je pense que c'est plus de la sémantique qu'autre chose. Les intérêts de la Turquie et surtout du clan Erdogan sont avant tout le moteur de cette tergiversation permanente. Je pense surtout qu'Erdogan, dans la personne de Trump, est en train de perdre un allié de poids. Et si vous voulez, si on essaie de rentrer dans la tête d'Erdogan, pour paraphraser l'expression d'un autre de vos invités, cette approche bicéphale de la politique étrangère turque, il a besoin de, si je puis dire, préparer le terrain pour continuer cette politique bicéphale. Et donc, dans le contexte de l'arrivée de Biden, Biden a toujours été un fervent soutien d'Israël. Et donc, à partir de là, s'il veut continuer à pouvoir jouer un petit peu entre l'axe de la résistance et la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre, il doit donner des gages. Donc, c'est une façon pour lui, avant que l'équipe de Biden arrive et s'installe, de laisser entendre qu'il y aura toujours moyen de s'entendre et que sur certains points fondamentaux, il est prêt à discuter. C'est dans ce contexte précis, effectivement, que je pense que, encore une fois, il est peut-être prêt même à faire des compromis sur son soutien à la cause palestinienne, pour peu qu'on lui permette d'exprimer de temps à autre la sémantique de rigueur. Alors, si je vous ai bien suivi M. Devolé, vous voulez dire que l'administration Biden pourrait aller jusqu'à pousser la Turquie de M. Erdogan à normaliser avec Israël? Oui, je pense que c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on a vu avec les soi-disant accords d'Abraham. N'oublions pas qu'en ce qui concerne la sécurité d'Israël dans la région, c'est le troisième rail de la politique américaine, qui va bien au-delà des clivages entre les deux parties. Et donc, je pense que les lobbies israéliens à Washington se contentent parfaitement de cette tendance lourde, la séquence actuelle en tout cas de cette série d'accords soutirés auprès des uns et des autres, et que s'ils pouvaient accrocher la Turquie à leur tableau de chasse, ça serait parfaitement cohérent. Ça permettrait, comme l'a souligné M. Cohen, de retirer un morceau conséquent, effectivement, de la cause palestinienne qui, en fait, est quelque part l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, parce que sans la présence des Palestiniens à tout pour parler, toute cette série d'accords n'a pour but que, en fait, créer un soi-disant front unifié en vue d'une confrontation face à l'Iran, malheureusement. Maître Arnaud Devolé, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission. Le débat depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Jacob Cohen, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.